Nous abordons donc la troisième séquence de cette semaine où nous allons enfin rencontrer Albert Einstein. Mais avant de le faire, revoyons un tout petit peu les notions que nous avons abordées jusqu'à maintenant. L'universalité de la chute des corps, elle s'applique aussi, cette chute des corps, aux planètes, aux étoiles et aux astres de notre univers. Donc la force gravitationnelle est vraiment une force universelle qui s'exerce entre deux corps massifs, que ce soit un morceau de sucre, une pomme ou une étoile. Le poids et la force gravitationnelle qui s'exercent entre un corps et la Terre. Et donc nous avons vu qu'un corps en apesanteur a toujours une masse, même s'il n'a plus de poids. Et nous avions posé une question sur le paquet de sucre dans la station spatiale, qui flotte dans la station spatiale. Comment est-ce que l'astronaute va vérifier, sans l'ouvrir, que ce paquet de sucre est plein ou est vide? Simplement en l'agitant. Parce qu'en agitant, il teste sa résistance au mouvement et il va donc pouvoir savoir si ce paquet de sucre est vide ou est plein, c'est-à-dire a une inertie caractérisée par sa masse ou une inertie plus grande ou moins grande. Donc nous sommes maintenant en 1905 et nous rencontrons Albert Einstein qui publie sa théorie de la relativité restreinte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Galilée et Newton? Eh bien, la principale découverte en physique, c'était celle de l'électricité et du magnétisme, mais à la fin du 19e siècle, donc juste avant 1905, on a une théorie de ce qu'on appelle l'électromagnétisme, dans laquelle la lumière joue un rôle particulier. La lumière est une onde électromagnétique et la lumière se déplace à une vitesse finie. Alors c'est cette difficulté qui va amener Einstein à reconsidérer les lois de la physique en 1905. Et pour ce faire, nous allons faire une petite expérience avec Einstein dans le train. L'expérience consiste en deux étapes. Première étape, nous sommes dans le train. Einstein fait la mesure suivante. Il envoie un faisceau lumineux du sol jusqu'au plafond du train et mesure avec son chronomètre le temps mis par le faisceau lumineux pour aller du sol au plafond du train. Alors évidemment, son chronomètre est très précis puisque la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Admettons que nous faisons cette expérience par la pensée. Deuxième étape, une vache regarde passer le train et regarde Einstein dans le train faisant la mesure. À ce moment-là, puisque le train bouge, vous voyez que la distance qui semble parcourue par la lumière vue depuis la vache est plus grande. Puisque la vitesse de la lumière est la même pour la vache que pour Einstein, ça veut donc dire que le temps mesuré par le chronomètre de la vache est plus grand aussi. Et donc la conclusion surprenante, c'est qu'en fait, Einstein et la vache ne vont pas mesurer le même temps. Chacun a son temps propre, si l'on peut dire, et le temps mesuré par la vache est plus long. Or, la vache se déplace par rapport à l'expérience, elle est immobile par rapport au train, mais donc elle se déplace par rapport au système de référence du train. Et donc, dans le système de référence de la vache, le temps est dilaté, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dilatation des temps dans les référentiels en mouvement, et c'est une des premières découvertes d'Einstein qui a beaucoup surpris. Alors on peut faire le même genre d'expérience pour s'apercevoir que de nouveau dans les systèmes de référence en mouvement, les longueurs se contractent. Alors évidemment pour que ceci ait un effet, il faut que la vitesse soit importante et soit si possible proche de la vitesse de la lumière. En fait, ce ne sont pas que des expériences par la pensée. On a testé ce genre de prédiction de la théorie d'Einstein. Par exemple, en prenant deux horloges, l'une qui reste immobile, l'autre qui est mise dans un bombardier B-52 qui voyage pendant 24 heures. Et au retour, 24 heures plus tard, on a redescendu la deuxième horloge du bombardier, on a comparé les temps mesurés par ces deux horloges et on a vérifié qu'elles marquaient un temps différent et que la différence de temps était exactement celle prédite par la théorie d'Einstein. Sautons maintenant 10 ans, nous sommes en 1915, l'année où Einstein publie la théorie de la relativité générale, il y a exactement 100 ans.
Pourquoi généraliser sa théorie de 1905 ? Parce que la théorie de 1905 nous expliquait que la physique est la même dans tous les systèmes de référence en mouvement uniforme les uns par rapport aux autres, ce qu'on avait appelé initialement les référentiels galiléens. Qu'est-ce qui se passe si un système de référence, le train par exemple, se met à accélérer? Est-ce que la physique reste identique? C'est la question que pose Einstein pour jeter les bases de la théorie de la relativité générale. Alors nous allons prendre un exemple plus clair pour illustrer cette difficulté. Imaginez que nous sommes dans une fusée, loin de toute masse, donc en état d'apesanteur. Un astronaute dans la fusée flotte, puisqu'il est en apesanteur, et un paquet de sucre flotte aussi dans la fusée. La fusée est soit immobile, soit à une vitesse uniforme, comme dans le cas de la relativité restreinte. Imaginons maintenant que la fusée se mette à accélérer en redémarrant les moteurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est accélérer dans cette direction-là. Donc sa vitesse, d'un seul coup, va augmenter dans cette direction-là. Eh bien, l'astronaute va être projeté contre le sol de la fusée et le morceau de sucre, ou le paquet de sucre, va tomber vers le sol. Et ce que nous dit Einstein, c'est que dans cette situation-là, si nous ne voyons pas l'extérieur, donc si nous sommes enfermés dans notre système de référence qu'est la fusée, nous ne pouvons pas faire la distinction entre une fusée qui accélère ou bien une fusée qui serait immobile au sol dans le champ de pesanteur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas savoir en regardant la chute du paquet de sucre ou en regardant l'astronaute qui a les deux pieds posés au sol, si nous sommes au sol immobile dans le champ de pesanteur ou bien si nous sommes dans la fusée en mouvement accéléré. Je vais prendre un autre exemple qui cette fois-ci est au sol. Imaginez, et nous allons revenir avec Einstein, cette fois-ci dans un ascenseur. L'ascenseur est en mouvement uniforme, c'est-à-dire qu'il a une vitesse constante. Et Einstein fait une expérience avec le paquet de sucre et fait tomber le paquet de sucre dans cet ascenseur en mouvement uniforme, donc un référentiel galiléen. Maintenant, quelqu'un a coupé la corde qui retient l'ascenseur et l'ascenseur tombe en chute libre. À ce moment-là, Einstein se met à flotter dans l'ascenseur et le paquet de sucre qui tombait donne l'impression de flotter dans l'ascenseur. Évidemment, tout le monde tombe. Einstein, le paquet de sucre et l'ascenseur tombent ensemble. C'est pour ça que Einstein et le paquet de sucre ont l'air de flotter dans l'ascenseur. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment un parallèle entre ici, cette chute qui donne l'impression, si vous êtes complètement enfermé dans l'ascenseur, cette chute qui donne l'impression que vous êtes en état d'apesanteur, et la situation d'apesanteur de la fusée. Et donc ce que va conclure Einstein de ces exemples-là, c'est qu'il y a équivalence entre l'accélération et un champ de pesanteur, ou plus généralement un champ gravitationnel, c'est-à-dire une région de l'espace où s'exerce une force gravitationnelle. Il y a donc équivalence entre accélération et champ gravitationnel. Cette équivalence établie par Einstein a des conséquences physiques très précises. Et je vais en prendre un exemple en reprenant notre fusée qui, dans un premier temps, est en mouvement uniforme. Nous allons faire dans cette fusée une expérience avec de la lumière. Nous allons projeter avec une lampe un faisceau lumineux à travers la fusée. Tout le monde sait que la lumière se propage en ligne droite et donc ce faisceau lumineux est rectiligne. Imaginons maintenant que la fusée se met à accélérer pendant que le faisceau lumineux se propage, toujours en remettant les moteurs, donc une accélération vers le haut. À ce moment-là, ce que nous allons voir à l'intérieur de la fusée,
C'est un rayon lumineux un petit peu différent puisque pendant que le rayon lumineux se propage, la fusée avance. Et donc le rayon lumineux va apparaître courbé. Là intervient l'analogie, l'équivalence que fait Einstein entre système accéléré et champ gravitationnel. Einstein en déduit, puisque dans ce système accéléré, le rayon lumineux est courbé, le rayon lumineux sera aussi courbé dans un champ gravitationnel. Et donc il prédit que dans un champ gravitationnel comme celui du Soleil, tout près du Soleil, les rayons lumineux sont courbés par la présence du Soleil. Alors une analogie qu'on peut prendre, c'est par exemple si vous avez un matelas et une pierre au centre du matelas, les trajectoires de balles que vous lanceriez à travers le matelas, au lieu d'être rectilignes, sont courbées par la présence de la masse. Exactement de la même façon, les rayons lumineux ici vont être courbés par la présence du Soleil, tout au moins ceux qui passent très près du Soleil. C'est quelque chose qui a été vérifié quelques années après la théorie de la relativité générale, et c'était considéré comme une confirmation éclatante de cette théorie. Donc cette déformation des rayons lumineux par de la matière a beaucoup d'autres applications. On verra dans la suite du cours beaucoup d'autres exemples de ce type de déformation des trajectoires des rayons lumineux. Je vais vous en donner tout de suite deux. L'une qui a trait aux trous noirs. Nous reverrons les trous noirs dans la dernière semaine de ce cours. Mais voici un cliché de trou noir entouré d'un disque de matière. Et vous voyez dans la partie supérieure du cliché que le disque de matière semble déformé. Ce n'est pas que le disque est déformé lui-même, c'est que les rayons lumineux qui nous viennent de cette partie postérieure du disque, la partie derrière le trou noir, sont déformés par la masse du trou noir. Et donc c'est par la déformation de ces rayons lumineux que nous avons l'impression que le disque lui-même est déformé. Un autre exemple, dans ce cliché-ci, qu'on appelle un cliché de lentille gravitationnelle, vous voyez tout un ensemble de galaxies, et vous voyez que certaines galaxies sont déformées et ressemblent à des arcs lumineux. Les galaxies elles-mêmes ne sont pas déformées, ce qui est déformé, ce sont les rayons lumineux qui nous viennent de ces galaxies, et ces rayons lumineux sont déformés par de la masse. Cette masse est invisible sur ce cliché, c'est la masse de ce qu'on appelle la matière sombre, que nous allons aussi rencontrer un peu plus tard dans ce cours, et la présence de ces arcs lumineux nous laisse penser qu'entre les galaxies qui sont sur ce cliché et nous-mêmes qui observons ces galaxies, il y a de la masse non lumineuse qui est présente et qui déforme la lumière qui nous vient de ces galaxies, qui déforme cette lumière et qui donne cette structure en arc. Rappelons donc les concepts abordés lors de cette séquence. La lumière est une onde électromagnétique de vitesse finie. La vitesse de la lumière est la même dans tous les systèmes de référence galiléens. C'était justement la base de la théorie de la relativité restreinte. Ceci remet en question nos notions d'espace et de temps, au moins quand la vitesse est proche de la vitesse de la lumière. Quant à la relativité générale, elle est basée sur le postulat que accélération est équivalent à un champ gravitationnel. Et nous avons vu que ceci a une conséquence importante, c'est que la masse, au moins les grandes masses, courbent les trajectoires des rayons lumineux. La semaine prochaine, nous allons voir comment Einstein a appliqué sa théorie de la relativité générale, non plus à des objets, mais cette fois-ci à l'univers tout entier, et a donné naissance à ce qu'on appelle la cosmologie moderne, c'est-à-dire l'histoire et l'évolution de l'univers dans ses plus grandes dimensions.